Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 8 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, je vous parlerai de Hollywood Monster de Estelle Faye et Fabien Legéron, paru chez Gulfstream dans la collection Echo. On continuera avec le cinéma avec Sur les traces du fabuleux Trésor breton de Vanessa Pontet, paru chez Pulp Fiction. Je vous parlerai ensuite de Instructions for Dancing de Nicolas Yoon, paru chez Bayard. On enchaînera avec Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie, paru chez Lynx. Je vous parlerai thriller avec Le Scoop de Michel Frances, paru chez L'Archipel. On partira dans de la fantaisie avec Chara, le tome 2, Les voiles d'Azara de Charlotte Bousquet, paru chez Mnemos. Toujours de la fantaisie adulte avec L'Empire s'effondre, le tome 2, Toucher la peau du ciel de Sébastien Coville, paru chez Anne Carrière. Et on finira avec un roman graphique, L'île de Maria, d'après le roman de Victoria Hislop, et c'est chez Grune de Jeunesse. Allez, on commence tout de suite avec Hollywood Monster. C'est un roman que j'ai découvert grâce à la masse critique Babelio. Je suis très contente de l'avoir lu parce que j'ai passé un très bon moment. Nous sommes dans le Hollywood des années 30. La ville est rythmée par les films, les productions du cinéma muet. Et ici, nous allons assister au tournage du Nécromant, un film horrifique avec une star qui monte et qui n'a que des rôles de méchants. Et c'est Féodor Varaslo. Dans ce livre, nous suivons Doris Chamberlain, qui est une jeune starlette qui est cantonnée à des rôles de petite fille poupée qui se fait kidnapper par le grand méchant. Et nous allons suivre aussi Malachi, qui est un modeste accessoiriste qui lui est complètement fan de Féodor et qui a pas mal d'imagination, qui arrive à fabriquer des effets spéciaux extraordinaires, mais il n'a jamais le mérite de ses innovations puisque c'est son chef qui gagne ce mérite. Et durant ce tournage, il va y avoir des choses étranges qui vont se passer, une malédiction qui va s'abattre sur le film. Et je ne vous en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé ce roman, ça va très vite, c'est bourré d'action, c'est une sorte d'enquête, une enquête pour découvrir ce qui se passe exactement sur son âge, ce qui se passe pour les personnes qui travaillent sur son âge, puisque dans le résumé on vous dit qu'ils sont transformés, ceux qui travaillent sont transformés en zombies, c'est pas tout à fait exact, mais bon il y a une part un petit peu de fantastique. Tous les soupçons vont se tourner vers la star du film qui joue les méchants et qui joue les monstres et qui du coup eh bien, les gens assimilent son rôle de monstre à un monstre aussi dans la vraie vie. Et donc Malachi et Doris vont enquêter et c'était vraiment sympa parce que l'ambiance des années 30 est totalement là. C'est parfait, on découvre les coulisses d'un tournage, donc on voit un petit peu tout ce qui est maquillage, tout ce qui est effets spéciaux. Et c'était vraiment bien retranscrit, c'est vraiment ce qui fait le gros plus de cette histoire, c'est l'ambiance. Et voilà, on a ce petit côté fantastique, cette explication un petit peu fantastique qui m'a beaucoup plu. Donc je vous le recommande et j'ai passé un super moment. Un livre jeunesse aussi qui se passe sur le tournage d'une série télé. C'est pour ça que je voulais regrouper ensemble parce que finalement on est un petit peu dans le même genre. Il y a une dose de fantastique aussi ici puisque nous allons suivre donc Faustine qui passe ses vacances sur le tournage de la série télé de son père. Son père c'est une grande star qui a brillé en tant qu'acteur et du coup il se met à la réalisation et il décide de réaliser une série sur un noble qui aurait caché un trésor en Bretagne. Alors c'est une vraie légende et du coup voilà il y aurait un fameux trésor caché quelque part et Faustine va l'apprendre à ses dépens puisqu'elle va se retrouver confrontée à des fantômes. Alors le fantôme du fameux noble qui recherche toujours son trésor avec son serviteur qui cherche aussi ce trésor. Et les fantômes apparaissent grâce aux ondes téléphoniques, les ondes des téléphones, la 5G, ce genre de choses. Voilà, avec la technologie moderne, les fantômes peuvent être vus. Et ils vont faire chanter Faustine en lui disant que s'il ne retrouve pas son trésor, il va clairement pourrir la série télé de son père et faire une étrange malédiction sur la série. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Voilà, c'était assez similaire.
C'est bien plus jeunesse, hein, puisqu'on est dans un pulp fiction, on a des illustrations. Dans ce roman, c'est pareil, on mène une enquête, on va suivre Faustine ainsi qu'un autre jeune acteur de la série qui vont se mettre en quête de ce trésor. Ils vont partir un petit peu à l'aventure. C'est un grand roman d'aventure finalement, et c'était sympa parce qu'on a encore ce petit parallèle entre la série télé, les coulisses de ce qui s'y passe, le folklore breton. Il y a aussi une dichotomie entre la modernité avec Faustine qui, elle, est sur les réseaux sociaux et qui partage à foison toutes ses impressions, et puis les fantômes qui, eux, sont restés dans leur passé et qui sont restés au 18e siècle, 17e siècle, je crois, je sais plus, je crois pour la Révolution française. Bref, c'était sympa, tous ces petits décalages entre les époques. Et ouais, c'est encore une très belle aventure, un très bon roman qui m'a fait voyager en Bretagne sur le folklore breton. C'était ouais, très sympa. Après, moi, ce qui me gênait, c'était que Faustine soit si accrochée aux réseaux sociaux, parce que je sais pas quel âge elle avait, mais j'avais l'impression que voilà, sans son téléphone, elle était perdue. Et c'est un des problèmes de la génération qui arrive, c'est que sans leurs écrans, voilà. Mais bon, écoutez, je suis une vieille maintenant, rabat-joyeuse. Je vous parle ensuite de ce roman. En fait, clairement, tous les romans que je vous présente, j'ai passé des super moments avec. Donc, franchement, c'est une vidéo où vous n'allez pas avoir de mauvaises critiques. Dans ce roman, nous allons suivre Evie qui est sûre d'une chose, les histoires d'amour finissent mal. Et elle ne veut plus croire à l'amour. Elle le sait depuis qu'elle a surpris son père avec une autre femme que sa mère. Il trompait sa mère, il l'a quittée, ils ont divorcé. Et du coup, voilà, Evie a été complètement chamboulée par cette histoire, au point que même les romans d'amour qu'elle adorait jusqu'à présent, elle a envie de s'en débarrasser. Et quoi de mieux que d'aller les donner à la bibliothèque, sauf que elle part, c'est un dimanche, elle ne trouve pas la bibliothèque ouverte, forcément. Et donc, ses pas l'amènent vers une boîte à livres. Et bah, elle commence à déposer ses livres, et là une vieille dame apparaît et lui dit non mais en fait tu peux déposer tes livres, mais le deal c'est d'en prendre un autre. Voilà. Donc bon, Evie elle est pas vraiment emballée par les livres qu'il y a dans la boîte à livres. Elle en prend un qui s'appelle Instruction for Dancing. C'est un manuel de danse, hein, clairement. Et voilà, elle repart. Et il se passe des choses très étranges après qu'elle ait pris ce livre. Elle assiste à des visions. Elle voit l'histoire d'amour de personnes qui s'embrassent devant elle. Elle a une vision sur comment ils se sont rencontrés, comment ils s'aiment et comment leur histoire d'amour va finir. Donc plusieurs fois comme ça la conforte dans son idée que l'amour n'est pas éternel et l'amour se finira toujours mal. Elle va enquêter du coup pour comprendre ce qui lui arrive et savoir si c'est définitif. Et en fait, elle va aller dans le livre Instruction for Dancing, trouver une adresse d'un studio de danse, y aller et se retrouver embarquée dans un concours de débutants pour danser avec comme partenaire un jeune garçon qui ne la laisse pas insensible. Voilà, je vous ai fait un énorme résumé, j'espère que je vous en ai pas trop dit, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans ce roman. C'était frais, c'était mignon, c'était beau. Je l'ai bouffé en une journée et une matinée. Je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est ce qu'il me fallait parce que j'avais fini l'Empire s'effondre 2 qui est assez pesant. Et en fait, il me fallait quelque chose comme ça. Mais clairement, ce roman, ne vous attendez pas à quelque chose tout mignon parce que la fin n'est pas forcément toute mignonne. Et la fin a un petit goût doux amer, je serais tentée de dire. Et bon voilà, c'est pas que du bonbon sucré et mignon et tout. Bref, j'ai beaucoup aimé, ça traite de tout ça, de tout ce qui tourne autour de l'amour, des relations entre les gens. On a aussi de la diversité dans ce roman, puisque bon, Nicolas Yoon peut parler de diversité. On a un couple gay, on a des personnages métis, noirs. Bref, non, j'ai passé un très très bon moment et je vous dis, c'est tellement addictif, tellement addictif et c'est mignon. C'est très très mignon.
même si la fin... Je vous parle ensuite de ce roman. Pour la petite histoire, j'ai vu David Brie aux Imaginales, je lui ai pris Le Chant des Géants et par la même occasion, je lui ai dit que j'avais ce roman et que je ne l'avais toujours pas lu. Donc quand je suis rentrée des Imaginales, je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion, allons-y. Comme ça, au moins, je ne pourrais plus dire que je ne l'ai pas lu. Ici, nous allons suivre Romain qui fuit chaque nuit sa demeure bourgeoise dans un Paris de quelle époque? Peut-être début du XXe siècle. Et Romain, il ne se sent pas à sa place, il se sait différent, il a un secret. Il va chaque nuit à la Cour des Miracles, c'est une île perdue dans la Seine où sont mis à l'écart tous les gens différents, donc des différences physiques, des différences mentales. Romain se sent plus proche de ces gens que de sa famille bourgeoise parce que il a un secret, il aime un garçon qui est à la Cour des Miracles, il l'espionne en secret tous les soirs. Et voilà, il a une affinité particulière pour ces gens, c'est différent. Et quand il va apprendre qu'il y a un plan pour débarrasser l'île de ses habitants, il va se tourner vers son père, qui est le chef de la police, pour lui dire qu'il y a ce plan, sauf qu'il découvre que son père est déjà au courant, qu'il fait partie de ce plan. Donc Romain va se tourner du côté de la Cour des Miracles, les prévenir. Donc on est dans un roman, encore une fois, où la différence fait peur, la différence pousse les gens à haïr des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et c'était très bien retranscrit, j'ai passé un bon moment, c'était sympa comme histoire, simplement j'ai été gênée par le phrasé, par le langage des gens dans la Cour des Miracles, puisque ce sont des personnes simples, des personnes pauvres, et en fait il y a tout un argot qui est développé pour eux, et en fait ils ne parlent qu'avec cet argot, et au début, ça a un certain charme, voilà, on voit vraiment la différence entre la bourgeoisie, les personnes et tout ce qui se passe à la Cour des Miracles. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est assez redondant. C'est un peu toujours les mêmes termes d'argot, c'est toujours les mêmes expressions, c'est toujours les mêmes images. Donc voilà, j'étais un peu gênée par ça, mais bon, je comprends le choix de l'auteur d'avoir fait ça. Simplement, voilà, ça m'a pas plus émerveillée que ça. Après, j'aime beaucoup la plume de David Brie, j'aime beaucoup les messages qui sont retranscrits aussi dans ce roman. Mais bon, après, voilà, ça a été une bonne lecture, mais pas inoubliable. Allez, on passe à quelque chose de peut-être plus adulte avec Le Scoop. On est dans un thriller. Nous allons suivre Kate, qui a élevé sa fille seule. Elle l'a eu à 15 ans, donc très tôt. Elle s'est complètement séparée de sa famille pour avoir et élever cette fille. Et sa fille Bess est devenue une magnifique jeune femme de 21 ans qui est journaliste et qui, elle le sait, enquête sur une grosse affaire. Voilà. Bess lui a dit, c'est énorme, je ne peux pas t'en parler maman, mais ça va changer tout. Sauf que Bess n'a pas le temps de développer cette affaire puisqu'elle se fait tuer, elle se fait écraser par un camion, elle était en vélo, le camion l'écrase. Et Kate, pour elle, c'est la fin du monde. Sa vie s'arrête, c'est sa fille, c'était sa raison de vivre qui vient de partir. Et Kate est dévastée. Heureusement, peu de temps avant, elle avait rencontré un homme, donc il la soutient, il l'aide à passer ce cap difficile. Mais Kate veut que la vie de sa fille ait eu un sens. Et elle va essayer de faire changer les choses. Elle commence par prendre des actions dans l'entreprise de ce transporteur et va donner sa voix et essayer de faire changer le fait que les camions ont un angle mort assez important, veut faire en sorte qu'il ne se passe plus cette tragédie pour personne. Et puis au fur et à mesure, Kate va aussi découvrir la grosse affaire sur laquelle travaillait sa fille et pareil, va vouloir changer les choses. Clairement, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oui, ça peut être intéressant, mais ça m'a l'air d'une enquête assez classique. Eh bien, je me suis trompée parce que franchement, c'était un très bon roman. J'ai beaucoup aimé parce qu'on va traiter de thèmes sur en fait, il y a toute une thématique juridique là-dedans, le remboursement des victimes. Là, c'est sur la grosse affaire que faisait Bess. Et il y a un petit côté, même un gros côté Erin Brockovich.
Je l'ai vu tout de suite. Quand j'ai commencé à lire ce roman, je me suis dit, ah oui, ça ressemble vachement à Erin Brockovich. Vous savez, ce film, je sais plus quand il date, avec Julia Roberts, où une mère de famille va aider tout un village à se retourner contre l'usine qui pollue la rivière et qui, du coup, provoque des maladies aux habitants de ce petit village. Et Erin va prendre des cours de droit pour les aider à se faire rembourser, à dédommager, etc. Et ben là, Bess avait mis la main sur quelque chose d'assez similaire avec des produits chimiques de l'épandage, voilà, de l'agriculture et les produits qui sont mis dans les champs avec des gens qui vivent juste à côté. J'ai été très sensible à cette affaire puisque je vis au milieu des vignes. Tout ce qui est produits chimiques je connais puisque depuis que je suis petite je vois les atomiseurs disperser du sulfate dans les vignes, les hélicoptères passer au-dessus de ma maison et en répandre sur notre jardin, sur notre linge, ce genre de choses. Donc voilà, ça m'a assez bien parlé, je dois dire. Et ça m'a fait sourire parce que dans le roman, elle parle d'Erin Brockovich et elle se compare à elle. Donc voilà, je me suis dit la boucle est bouclée, je n'ai pas fait ce parallèle pour rien. C'était tout à fait justifié et vraiment l'enquête est palpitante et ce que j'ai aimé vraiment c'est la personnalité de Kate. Kate c'est une jeune femme de 35 ans il me semble qui a vu sa vie bouleversée par sa fille mais elle a toujours voulu le meilleur pour elle. Elle a cette culpabilité en elle de se dire qu'elle n'a pas pu vraiment faire ce qu'elle pouvait pour sa fille et ça la ronge de l'intérieur de se dire qu'elle aurait pu donner une meilleure vie à sa fille et pourtant je peux vous assurer que par des flashbacks on voit tout ce qu'elle a fait pour sa fille et c'est magnifique, c'était une magnifique relation et sa fille a réussi donc elle n'a pas à s'en vouloir mais voilà, elle a un peu le syndrome de l'imposteur, elle y connaît rien et elle va chercher les informations et elle va essayer de se dépatouiller comme elle peut avec ses capacités intellectuelles pour elle qui sont assez moindres. Mais voilà, elle est hyper attachante cette femme et je l'ai adorée et puis mon petit cœur de maman s'est brisé quand elle a perdu sa fille, bref. C'était vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé ce roman et je crois que c'est un de mes préférés là en thriller que j'ai lu cette année. On y arrive, 19 minutes, ouais on est large. Je vous parle ensuite de Shara, on va aller très vite puisque c'est un second tome qui clôture même la saga. J'ai bien aimé, c'était sympa, c'est vrai que ma lecture du tome 1 date de 2019, donc ça date. Et clairement quand j'ai repris ce roman, j'étais un peu paumée et je n'arrivais pas à me remettre dedans parce que c'est compliqué quand même hein, de laisser passer 4 ans entre deux tomes. On est dans un roman de fantasy avec une mythologie orientale. Nous allons suivre 3 femmes qui ont un destin, qui ont une prophétie en commun. Et dans ce tome 2, nous allons voir ces 3 femmes se réunir enfin, puisque dans le tome 1, chacune était dans sa petite vie, apprenait un petit peu le rôle qu'elles allaient avoir dans cette prophétie. D'ailleurs, la prophétie se réalisait par moments en leur donnant leur nom, 2 fois nées, sans vie, déjà morte. Et voilà, dans ce tome 2, c'est la conclusion. On a un combat final contre une entité qui veut prendre possession du monde. Et voilà, quelque chose de gros. Après, c'est un roman qui est plus un voyage initiatique, une réflexion, plutôt que dans l'action. C'était déjà le cas du premier tome, donc voilà, je pense que si vous attaquez cette saga, si elle vous intéresse, il faut que vous enchaîniez le premier et le second tome. Ça se lit bien, il n'y a pas énormément de personnages, même si ces 3 personnages ont des histoires en parallèle, mais bon, voilà, ça se rétrécit pour ne faire que L3. J'avoue que certains personnages secondaires, j'avais complètement oublié qu'ils étaient. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut lire cette saga dans son intégralité. Elle n'est pas non plus énorme. Voilà, c'est un court roman quand même. Et voilà, on a la plume de Charlotte Bousquet qui est très agréable à suivre. Et une histoire, je vous dis, très lente, mais agréable. Le dernier roman. Après, on passe au roman graphique. J'ai lu L'Empire s'effondre, le tome 2. Là, nous sommes dans une trilogie. Dans le premier tome, nous suivions Alfred de Pergoual qui était accusé d'un immense attentat. Un attentat qui a mis à feu et à sang la ville,
qui a bouleversé l'ordre politique, l'ordre social. Et nous allons suivre dans ce second tome les conséquences de cet attentat, puisque, je vous l'ai dit, il y a eu un retournement politique. D'autres personnes ont pris le pouvoir. Et donc ici on est dans la révolution, on est dans le peuple qui se soulève, on est avec les opposants qui veulent tout, qui veulent à tout prix reprendre un semblant de pouvoir et faire valoir leurs droits. On suit énormément de personnages. Voilà, clairement ce roman, il faut que vous soyez posés tranquillement et il faut que vous plongiez dedans. C'est une histoire très complexe. Et moi, de mon côté, ce que je faisais, c'est que je lisais un chapitre, voire 2 par jour. Pas plus, parce que c'est voilà, c'est très chronophage dans le sens où les chapitres sont assez longs. Moi, il me fallait, je crois, une 40aine de minutes pour lire un chapitre. Et en fait, il faut que vous ayez vraiment toute votre tête là-dedans. Toute votre tête là-dedans, sinon vous passez à côté de choses. Il y a beaucoup de personnages. On va suivre différents personnages dans les différents camps. Donc ça, c'était super intéressant. Donc le pouvoir en place, les opposants, les soldats, ceux qui sont un petit peu entre les deux. Bref, c'est clairement une fresque ce roman et j'aime beaucoup. Franchement, je prends un très grand plaisir à lire ce roman parce que il y a quelque chose qui est très subtil dans tout ça. Et l'écriture est vraiment très bien. Alors il y a pas mal de descriptions, on est dans pas mal de narrations, mais j'aime beaucoup le rapport entre les personnes, le rapport de force, toute cette société qui est dépeinte. Bref, c'est dense mais intense et voilà, j'aime beaucoup, mais je vous dis, voilà, si vous n'avez pas cette concentration pour rester de longues minutes sur un chapitre et voir se développer l'histoire petit à petit, voilà, ne vous lancez pas dedans parce que vous allez être perdu et vous n'allez pas prendre de plaisir. Moi, je prends du plaisir parce que j'y vais petit bout par petit bout. Donc cette lecture m'a fait pas mal de temps. Voilà, j'ai dû y passer 2 ou 3 semaines. Mais voilà, j'en ressors... j'en ressors éblouie par ce que Sébastien Coville peut nous proposer et ouais, c'est du très lourd. Et enfin, on termine avec L'île de Maria. Donc c'est un roman graphique, donc illustré directement du roman de Victoria Hislop. J'avais lu L'île des oubliés il y a des années, vraiment ça fait super longtemps que je l'ai lu et cette histoire me reste en tête puisque ici nous allons suivre Maria qui est une petite fille qui vit sa vie comme ça. Sauf que en Grèce, au début du XXe siècle, il y a une épidémie de lèpre. Et son village est relativement préservé, sauf que elle va découvrir que son meilleur ami a les premiers signes de la lèpre. Donc il va être envoyé sur l'île, pas très loin de chez elle, il y a juste un bras de mer qui les sépare. C'est là où on envoie tous les malades de la lèpre pour préserver la population saine, pour éviter que la lèpre ne se répande. Et son meilleur ami va partir pour cette île. Et malheureusement, quelques jours avant ce départ, Maria va remarquer une tache sur le cou de sa mère. Et sa mère est institutrice, elle donnait cours à tous les enfants. Et elle va voir son meilleur ami partir main dans la main avec sa mère sur cette île. Et voilà, ce changement va bouleverser sa vie. Tous les matins, elle va faire coucou à sa mère de chaque côté de ce bras de mer. Elles vont se voir chaque matin jusqu'au jour où sa mère va mourir. Bref, Maria va grandir. C'est une histoire de vie. Clairement, ce roman, c'est une histoire de vie puisqu'on voit Maria petite. Elle va grandir et puis elle va vivre sa vie avec toujours cette ombre de cette île en face de chez elle. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je ne vous dis pas le développement de l'histoire, mais c'était très touchant, c'était très beau. Le roman graphique est relativement fidèle au roman de Victoria Hislop, même si le roman, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. On ne se concentre pas sur Maria, mais on se concentre sur beaucoup d'autres personnages, dont sa sœur, qui est beaucoup plus développée. Mais voilà, c'était, je trouve, voilà, une bonne première approche de ce roman. Et c'était très beau, voilà, c'était très beau. On parle encore un petit peu comme le garçon et la ville qui ne souriait plus, de différence, de peur face à l'inconnu. Voilà, ces gens sont exilés sur une île pour éviter de répandre la maladie.
une maladie dont on ignore tout. Elle est incurable, les gens meurent forcément de cette maladie et voilà, on va suivre le combat de Maria. Et c'était une très belle histoire, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je ne l'ai pas lu avec Julia parce que à ce moment-là, Julia était dans un autre livre. Donc voilà, moi j'ai préféré le lire en solo, mais je pense que je pourrais aussi le lui lire à un moment et lui faire découvrir cette très belle histoire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je pense que j'ai réussi à vous parler de ces 8 livres très rapidement. Je suis très fière. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.